Je vais commencer. Alors donc, bienvenue à toutes et tous. Si on n'est pas très nombreux, mais comme je viens de le dire, le webinaire sera enregistré et pourra être secondairement consulté. On débute aujourd'hui un webinaire intitulé "Que disent les mots des lois sur la fin de vie et comment interroge-t-il la pratique clinique", qui se fera en quatre sessions. Alors même si la fin de vie n'est pas et n'a d'ailleurs pas à être définie sur le plan légal, ses contours transparaissent quand même des conditions de mise en œuvre légale d'un certain nombre de pratiques autorisées à l'approche du décès. Diapo 2, s'il vous plaît. Il y a d'abord la limitation ou l'arrêt des traitements pour éviter l'obstination déraisonnable, qui est dans la loi depuis 2005, et dans laquelle il est dit que lorsqu'une personne en phase avancée ou terminale d'une infection grave et incurable, donc la notion d'incurable et de grave, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie. Deuxième cadre dans lequel effectivement cette fin de vie est envisagée, la diapo suivante, c'est la priorisation du soulagement de la souffrance sur le maintien à tout prix de la vie, qui a été popularisé sous le terme de double effet, c'est-à-dire la capacité du médecin à tout faire pour soulager à partir d'un certain stade la souffrance, même si cela raccourcit la vie. Et donc, si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, là aussi en phase avancée ou terminale d'une infection grave et incurable, eh bien, il peut mettre en place un traitement, même si ses effets secondaires peuvent conduire à abréger sa vie. Et puis, diapo suivante, le troisième cadre dans lequel on a effectivement une définition de cette approche de la mort, c'est la sédation profonde et contenue maintenue jusqu'au décès, comme le dit d'ailleurs le titre, et qui, elle aussi, peut être mise en place dans deux conditions, soit le patient est atteint, là aussi, d'une infection grave et incurable, on retrouve le pronostic vital est engagé à court terme, et puis il existe une souffrance réfractaire au traitement. L'autre solution, c'est la personne n'a pas encore nécessairement une souffrance, mais il a également toujours une infection grave et incurable, un pronostic engagé à court terme, et puis l'arrêt d'un traitement qu'il a décidé peut conduire à une souffrance qu'il a et définie comme insupportable, ce qui est déjà un bout différent de réfractaire au traitement. Donc, tout ça pour dire que il y a un certain nombre de termes là qui méritent très certainement discussion, et on le voit très bien lorsque le projet de loi a été introduit en mai 2024 à l'Assemblée nationale. Ces notions d'incurabilité, de pronostic, de souffrance réfractaire ou insupportable ont fait l'objet d'intenses débats. Le texte initial, qui était inspiré de l'avis 139 du CCNE, prenant la forme d'un suicide assisté, était ouvert aux personnes majeures atteintes de maladies graves et incurables. On retrouvait à peu près le même contexte, les souffrances physiques ou psychiques réfractaires et un pronostic vital engagé cette fois-ci à moyen terme, qui était la nouveauté. Par contre, en préalable des débats parlementaires, la commission spéciale a vraiment profondément modifié le texte, et notamment sur l'ensemble de ces termes. Le terme d'incurabilité a été supprimé, remplacé par celle de maladie en phase avancée ou terminale. La notion de souffrance a été redéfinie, le patient devant présenter une souffrance physique, accompagnée éventuellement d'une souffrance psychique, donc la souffrance devait avant tout être physique, et qui est là soit réfractaire au traitement, soit une phrase quand même très difficilement compréhensible, soit insupportable lorsque le patient ne reçoit pas de traitement, on ne voit pas quel cas il ne recevrait pas le traitement, ou a choisi d'arrêter d'en recevoir. Là aussi, ça pose très certainement question, et puis la notion effectivement voilà. Lorsque diapositive suivante, lorsqu'on élargit un peu le regard, alors je l'ai élargi uniquement aux pays francophones pour des questions de langue, pour être sûr que la traduction, pour éviter des problèmes de traduction, pardon. Les pays francophones qui autorisent l'aide médicale à mourir, là aussi on voit que les critères sont extrêmement divers. Alors, au Canada, une maladie, certes, mais également une infection ou un handicap grave et incurable, un handicap incurable, se trouver en phase avancée de déclin des capacités,
qui est réversible, et puis les souffrances physiques ou psychologiques insupportables, là pas réfractaires, mais insupportables, et c'est le patient qui détermine les conditions dans lesquelles elles peuvent être atténuées. Si ces conditions ne lui conviennent pas, là aussi, il peut avoir droit à l'euthanasie. En Belgique, la personne doit se trouver dans une situation médicale sans issue, alors voilà, terme assez vague, des souffrances physiques pour les mineurs et non émancipés, des douleurs physiques et ou psychiques lorsqu'on est majeur, et puis constante, insupportable et inapaisable, une affection, cette souffrance résultant d'une affection accidentelle ou d'une pathologie grave et incurable. Et en Suisse, ben, vous le savez, il n'y a pas vraiment de cadre légal important, c'est essentiellement en fonction des associations d'aide au suicide assisté, et là j'ai pris ça de l'association Exit. Alors là, les termes sont beaucoup plus généraux, une affection incurable, des souffrances intolérables, et même des pathologies invalidantes liées à l'âge. Donc on voit bien que chacun des termes peut poser question, et c'est ce que les REG se proposent de faire dans le cadre de ce webinaire. On s'intéressera bien sûr au pronostic, comment le déterminer, qui le détermine, qu'est-ce que différents moyens et cours, qu'est-ce que c'est une souffrance réfractaire, une souffrance insupportable, et là aussi qui la définit, et dans quelles conditions. Alors, on commence aujourd'hui cette réflexion sur l'incurabilité. Je vais, en introduction, très rapidement, donner un peu d'histoire de cette notion d'incurabilité dans l'histoire de la médecine, la façon dont ça a permis ou ça a été utilisé pour classer les malades. Incurable vient du latin incurabilis, hein, ça veut dire ne pas être guéri, hein, et le terme latin veut dire exactement la même chose. Et le terme est issu de cura, du verbe cura, qui lui est davantage sur le soin, la préoccupation et le problème, pas nécessairement le traitement, plutôt le soin. Guérir, ça signifie se débarrasser d'une maladie physique ou mentale. Et incurable, donc dans un premier abord, ça décrit l'inefficacité d'un soin, d'un traitement, en référence à un état de santé. C'est toute la difficulté qu'il y a à définir cet état de santé. Mais le terme a toujours également servi à classifier les personnes, mais aussi, comme vous allez le voir, à définir leur position par rapport au système de santé. La diapo suivante, merci. Longtemps, la médecine a été plutôt une médecine expectative, limitée dans ses capacités de guérison, ainsi jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Hein, je vous ai mis quelques images qui traduisent cette période. La médecine et les hôpitaux s'accommodaient plutôt fort bien de la présence des incurables, chroniques et infirmes, qui était un peu le groupement dans lesquels on ne distinguait pas nécessairement de façon très, très nette les personnes. Et ça, jusqu'à tardivement, hein, puisque la loi du 14 juillet 1905 se disait encore relative à l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources. On voit que ce groupement un peu flou a eu une vie assez longue. La médecine à l'époque avait avant tout pour but de soulager, pas nécessairement de guérir. Enfin, on en avait peu de moyens. Hein. J'ai mis l'image de la saignée, qui restait quand même relativement inefficace. Et puis les hôpitaux, plutôt d'héberger que de soigner. Voilà. Diapo suivante. À partir du 19e siècle et l'avènement de la méthode anatomo-clinique, hein, Claude Bernard comme symbole de cette émergence, même si les résultats restaient relativement modestes, la médecine se donne maintenant pour but l'éradication de la maladie. Et puis, on prétend transformer les hôpitaux en machines à guérir. Hein, un article devenu célèbre de Michel Foucault montre comment, effectivement, l'hôpital, à ce moment-là, par son architecture, s'est mise en ordre de marche pour guérir, les machines à guérir. Les chroniques, les infirmes et les incurables renvoient alors les médecins, d'une part, à leurs échecs et d'autre part, à leurs limites. Et c'est vrai que ça remet en cause la capacité expérimentée à la fois du guérir, mais également plus loin, et je vais vous donner un exemple, la capacité à établir des diagnostics irréfutables. Et en tant que gériatre, je suis gériatre, c'est quelque chose qui résonne toujours à mon oreille de façon très contemporaine. Un médecin hospitalier lyonnais écrit en 1830 « Chez les vieillards et les décrépits de toutes sortes, les maladies se dessinent d'une manière vague et incomplète, au point que le diagnostic paraît souvent impossible et qu'il
et qu'il est difficile, de reconnaître les caractères d'une entité morbide classée. Donc, des malades à la fois rétifs au traitement, mais également au diagnostic. Ce qui fait que le terme d'incurabilité va être expurgé des diagnostics médicaux à partir du début du 19e siècle. Hein, c'est tout à fait spectaculaire. Et puis, les malades incurables eux-mêmes, qui sont ressentis par les médecins, mais également par les directeurs d'hôpitaux, ça aussi, c'est une résonance assez contemporaine, comme perturbant le fonctionnement des hôpitaux. Et ils sont expulsés parfois manu militari, c'est-à-dire par l'armée, et c'est ce que relate notamment l'historien Olivier Faure dans un article en étudiant ce phénomène dans les hôpitaux de la ville de Lyon. Et c'est sur ça que je vais me fonder dans la suite. Les tris se majorent au fur et à mesure que vont s'ouvrir ou se convertir des établissements qui vont être spécialisés véritablement dans l'incurabilité. Alors, c'est d'abord les dépôts de mendicité. Et à Lyon, c'est l'hospice de l'Anticaille qui est ouvert en 1803 et qui va très rapidement devenir un hôpital consacré aux incurables. Les malades qui, sans espoir de guérison, ont encore besoin de nos secours, comme l'écrivent des médecins chargés de faire le tri des incurables au niveau du lieu de soins de l'époque, qui est l'Hôtel-Dieu. Et ce sera progressivement le cas de tous les dépôts de mendicité qui vont n'accueillir de plus en plus que des personnes très malades et très handicapées. Quelques années plus tard, des structures spécifiques vont s'ouvrir et notamment une riche veuve lyonnaise, Jeanne Garnier, va créer l'œuvre du Calvaire destinée, et j'ouvre également les guillemets, à recueillir les femmes atteintes de plaies incurables qui sont renvoyées des hôpitaux ou ne peuvent y être admises. Donc là aussi, ce critère de sélection. Puis enfin, toujours à Lyon, et sur la description d'Olivier Faure, l'hôpital d'incurables, alors vraiment qui est consacré à ça, du Perron, et ben, il va inaugurer également la relégation de ces incurables et des vieillards hors de la ville, et qui vont être également rapidement abandonnés par les médecins et internes hospitaliers qui étaient censés s'en charger et vont être confiés aux médecins du village, du lieu où cela a été construit. Donc, on voit cette incurabilité à la fois comme défi à la médecine et facteur de sélection. Puis ça va continuer à accompagner l'histoire de la médecine. Deuxième moitié du IIe siècle, il y a une évolution de la médecine qui va aboutir à des progrès croissants. L'incurabilité n'évoque plus stricto sensu la notion de pronostic grave. Il y a une vraie dissociation, mais plus fréquemment celle de chronicité. La mort a largement reculé, l'espérance de vie augmente au fur et à mesure, augmentant le nombre de personnes pour lesquelles la guérison n'est pas ou plus envisageable, sans que la mort ne soit imminente. Le risque est alors grand d'occulter ces malades chez qui il n'est plus possible de lutter contre la maladie, mais qui continuent à vivre et qui deviennent de plus en plus nombreux. Et les hôpitaux d'incurables ne suffisent, et de loin plus. Il s'agit alors d'aider les personnes malades au long cours à faire face ou à faire avec le mal, et pas seulement à faire contre, et la médecine y est assez mal préparée. C'est une vraie révolution de la médecine qui est appelée pour cette population croissante de vieillards infirmes et incurables, pour reprendre toujours la classification, une médecine qui donne sa place aux incurables. Alors on va avoir deux ébauches d'une telle évolution dans les années 70 avec la structuration de la gériatrie, puis dans les années 80 avec l'apparition des soins palliatifs. La diapositive suivante. La gériatrie, d'abord la gériatrie des années 60-70, et vraiment, elle est née de la constatation du sort réservé, une fois de plus, aux vieillards incurables dans les hospices et les services de médecine. Et je vous ai mis là l'extrait d'un des premiers livres de gériatrie, écrit par Raymond Grumbach, qui note que les infections qui emportaient les âgés à peine le diagnostic posé ont guéri. Donc effectivement, elle constate les progrès de la médecine. Mais les vieillards traités et l'hôpital ne répondirent pas à l'attente des médecins. Une fois de plus, les médecins sont un peu pités par ces incurables. Guéris, ils ne firent pas leur convalescence, ils devinrent grabataires. Ces nouveaux chroniques incurables, désespérants, pour lesquels il ne semblait rien y avoir à faire, remplacèrent les tubercules dans les sanatoriums transformés en hospices mouroirs. Et la gériatrie est en grande partie née de cette constatation, puisqu'elle est partie du mouvement des hospices, et c'est de là qu'elle vient.
Un peu plus tard, dans les années 80, c'est les soins, en tout cas en France, c'est les soins palliatifs qui font un constat relativement proche. Celle d'une médecine qui se trouve démunie, lorsque la guérison n'est plus envisageable, et se positionne, comme le dit une des pionnières, pardon, la diapositive suivante, je crois que je ne l'ai pas dit, comme dit une des pionnières, Thérèse Vanier, comme une spécialité qui fait tout ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. Là aussi, le constat d'une médecine démunie face à l'incurable et qui ne sait pas trop quoi faire. Et ce n'est pas un hasard, finalement, si une des toutes premières structures palliatives qui va s'ouvrir dans un établissement qui est initialement destiné aux incurables et qui est en fait ouvert à Paris en 1864 par les Dames du Calvaire, la même structure dont j'ai parlé tout à l'heure à Lyon, une annexe de cet établissement, et qui deviendra 100 ans plus tard la maison médicale Jeanne Garnier, qui est un des piliers des soins palliatifs, et qui dérive donc effectivement de ce mouvement déjà des incurables du 19e. Diapo suivant. Les nouveaux progrès de la médecine au début du XXe siècle vont rendre la frontière entre le curable et l'incurable encore plus incertaine, et on va le voir dans les présentations suivantes, et notamment celles concernant l'oncologie. Et parallèlement vont augmenter le nombre des malades chroniques, qui vont conduire à une médecine à s'occuper avant tout de malades chroniques qui ne guériront pas. Les machines à guérir, en fait, ne s'occupent essentiellement de gens qui ne sortiront pas guéris et qui conserveront leur maladie chronique lorsqu'ils sortiront. Et donc, il persiste toujours cet impératif d'une évolution de la médecine vers une médecine vraiment de l'incurable. Une médecine de l'incurable qui ne soit pas une médecine au rabais, ni une médecine par défaut, parce que malheureusement, elle reste parfois, sur mon expérience, une médecine scientifique, les soins palliatifs l'ont bien montré, la gériatrie l'a bien montré, c'est pas parce qu'on ne guérit pas qu'il faut pas que la lutte contre les souffrances se fonde sur un corpus de connaissances, de savoir-faire clinique, de compétences techniques, mais c'est une médecine qui va également mettre le symptôme de façon assez centrale, parce qu'il gêne le patient et non parce que c'est une manifestation d'une maladie que l'on combat. C'est vrai que ça, c'est un vrai virage qu'il faut prendre, c'est-à-dire que le symptôme, il faut l'interroger en tant que symptôme, et ce qui est parfois complexe. J'ai un écho, il y a quelqu'un qui... Monsieur Janin, je crois. Bon. J'ai presque fini. Cette méthode décide de redonner toute la légitimité au point de vue. Il y a des micros qui sont ouverts, vous pouvez vérifier. C'est impossible. Muriel, oui, voilà, très bien, merci. C'est une médecine qui nécessite de redonner toute la légitimité au point de vue subjectif du patient et ne plus évaluer les plaintes subjectives des individus à l'aune de la seule objectivité de la méthode anatomo-clinique, c'est-à-dire qu'on passe effectivement de l'objectivité du médecin, qui est quand même une des grandes règles de la médecine depuis des siècles, à la subjectivité du patient, ce qui est un exercice extrêmement difficile. Cette médecine de l'incurable doit nous rappeler que si le malade n'est plus curable, il est toujours kérable. Alors, c'est pas très beau, mais il relève toujours du care. C'est que soigner, c'est pas seulement lutter contre la maladie, c'est avant tout prendre soin. Ou comme l'écrivait Frédéric Worms, que soigner, c'est à la fois réparer et accompagner. Et ces deux attitudes ne s'opposent pas, mais sont complémentaires, car elles interrogent des dimensions variées de la sphère de la vie du patient. Les deux sont centrés sur le patient dans sa globalité. Il n'y a pas de raison d'en supprimer l'une ou l'autre, mais lorsque la guérison n'est pas ou plus possible, c'est le prendre soin qui prend toute sa place. Et c'est vraiment, je pense, une révolution de la médecine, ou une évolution de la médecine qui reste encore à venir. Voilà ce que je pouvais vous dire un peu sur cette partie historique, et je vais avoir le plaisir de maintenant passer la parole au docteur Philippe Trenz, qui est médecin oncologue, qui travaille à Strasbourg Oncologie Libérale, et qui va nous parler effectivement de cette question de l'incurabilité dans le cadre de l'oncologie,
notamment dans le contexte actuel, des progrès extrêmement importants qu'a fait la cancérologie et que fait encore la cancérologie actuellement, où, comme je le disais un peu tout à l'heure, la notion d'incurabilité est devenue encore plus floue. Bonsoir, bonsoir Dr Karcher, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à vous manifester si ce n'est pas le cas. Merci pour cette entrée en matière sur le sujet de l'incurabilité et je vais essayer de faire des parallèles avec votre introduction dans mon diapositive. Et du coup, Madame Pêche, vous pouvez afficher la diapositive. Merci. Donc, je suis le docteur Philippe Traine, je suis oncologue médical. J'ai aussi une formation en soins palliatifs et j'exerce à l'heure actuelle principalement auprès de patients et de patientes atteintes de cancer du sein et de cancer urologique, et aussi dans un service d'hospitalisation, donc confronté à des situations plus avancées et plus palliatives, notamment par rapport aux patients suivis en consultation. Et donc j'ai choisi ce titre qui est volontiers un peu provocateur, mais qui est aussi là pour appâter un peu le chaland, pour le dire vulgairement. Et donc on va voir que cette notion de défi entre la cancérologie moderne et l'incurabilité est un peu plus nuancée, mais je pense que c'est aussi la posture de cette médecine très technique et très scientifique qu'est la cancérologie, et ça peut être ce qui lui est parfois reproché, d'être dans cette posture de défi face à l'incurabilité. Mais en pratique, on va voir que la prise en charge palliative et la fin de vie est bien sûr très présente dans les soins aux patients cancéreux. On peut passer à la diapo suivante. Donc, j'ai organisé le topo en deux grandes parties. Une première partie avec des rappels qui me semblaient assez importants à faire et des choses très simples, mais qui permettent de poser un peu le contexte de la cancérologie actuelle. Et puis ensuite, j'interrogerai la notion d'incurabilité avec quelques données sur la survie de certains types de cancers au stade métastatique actuellement. On peut passer à la diapositive suivante. Encore une fois. Voilà, donc les premiers rappels sont très simples. C'est simplement de rappeler que le cancer, c'est une maladie du sujet âgé. Parce qu'en fait, c'est une maladie de l'accumulation de mutations au sein de l'ADN et que ces mutations s'accumulent d'autant plus que la personne vieillit et que les mécanismes de réparation sont défaillants avec l'âge. Et donc, c'est le principal facteur de risque de cancer. Et on voit que l'âge moyen de décès est un peu plus élevé, mais autour de 73-75 ans en fonction si on parle des hommes ou des femmes. Vous pouvez avancer, il y a une autre chose qui va s'afficher. Et donc, de manière globale, les progrès concerne quasiment tous les types de cancers. La survie des patients atteints de cancer s'améliore de manière générale, avec là des données de l'INCA qui sont affichées, qui retrouvent en 2011 et 2021 une amélioration de la survie d'environ 2% par an chez les hommes. On va rentrer un peu plus dans le détail de certains cancers fréquents. On peut passer à la diapo suivante. Et donc, il concerne tous les types de cancers avec de rares exceptions. Par exemple, une des exceptions, c'est le cancer du col de l'utérus, qui en fait est devenu un pronostic plus péjoratif, mais parce que le dépistage est tellement efficace que les seuls diagnostics qui persistent sont des gens dans des situations sociales très défavorables ou avec des maladies très agressives. Mais sinon, pour la majorité des cancers, il y a eu des progrès, bien sûr variables. Et la donnée utilisée pour montrer ça, c'est la survie à 5 ans, qui est une donnée assez standardisée et qui là comporte des patients à la fois au stade localisé, donc des petites tumeurs dont l'espoir est la guérison, et à la fois des patients d'emblée métastatiques, ce qui correspond aussi à une partie d'activité. Et donc tous ces patients confondus, on voit que la survie du cancer de la prostate ou du cancer du sein est tout à fait importante à l'échelle de la population. Si on passe à la diapo suivante, vous aurez un zoom sur les statistiques. Donc on voit que le cancer de la prostate, on est à 93% de taux de survie standardisé à 5 ans, c'est-à-dire même rapporté à l'âge et aux autres probabilités de décès par rapport à l'âge. La majorité des patients diagnostiqués aujourd'hui d'un cancer de la prostate seront toujours en vie 5 ans plus tard, d'une part parce que les techniques de traitement sont très efficaces, mais aussi parce que même les patients métastatiques vont pour la grande majorité d'entre eux, ou pour la majorité d'entre eux, on va dire, vivre plus de 5 ans. Et on voit qu'on a pris quasiment 20 points de survie à 5 ans en l'espace de 30 ans, puisque c'est de 90 à 2020, grosso modo. Et donc ça concerne les cancers du sein, les cancers les plus fréquents, donc la prostate, le sein. Donc vraiment des progrès qui sont importants et des maladies qui, pour la majorité des cas, sont des patients qui vont être en rémission ou en rémission prolongée de leur maladie, voire en guérison pour une grande partie d'entre eux. On peut passer à la diapositive suivante. Simplement pour rappeler que le cancer est la principale cause de mortalité en France et dans une grande partie des pays occidentaux à l'heure actuelle. C'est donc la première cause de décès, mais au coude à coude avec les pathologies cardiovasculaires, et que la majorité des patients décèdent à l'hôpital. Alors c'est une courte majorité, les données là sont celles de 2016, dans le dernier atlas pour la fin de vie c'était 2018, on est légèrement au-dessus de 50%, et le reste se fait entre l'EHPAD, le domicile et les accidents de la voie publique, on va dire ça pour le dire simplement. Donc, la cause la plus fréquente de mortalité dans les pays occidentaux. On peut passer à la diapo suivante. Encore une fois. Voilà, c'est pour montrer que c'est au coude à coude avec les pathologies cardiovasculaires. Vous pouvez effectivement avancer.
Voilà, alors ça, c'est quelque chose que j'aime bien, rappeler lorsque je parle de cancérologie, c'est qu'en fait, le cancer est vraiment marqué d'un stigma social qui me semble important, c'est là que c'est l'archétype de la maladie grave et lorsqu'on fait un micro-trottoir qui est là un baromètre qui avait été fait par l'Institut national du cancer en 2015, on interroge des gens divers sur internet, sur le cancer, des gens de la population générale et l'un des premiers mots qu'ils évoquent lorsqu'on leur dit: «Si je vous dis cancer, vous pensez à quoi?» C'est bien sûr la maladie, mais en deuxième, c'est la mort. Et donc cette notion me semble très importante parce qu'effectivement, en consultation, quand on est au contact de patients, qui viennent d'être diagnostiqués d'un cancer, même pour des tumeurs localisées, des patients qui ont des taux de guérison assez élevés, ce spectre de la mort et de la maladie d'une particulière gravité est très présent et je pense qu'elle participe à certaines décisions thérapeutiques ou à la toxicité, acceptée par certains patients des traitements qu'ils reçoivent, du fait de cette particulière gravité. On peut passer à la diapositive suivante qui illustre la même idée, c'est que si on fait dans le même micro-trottoir, on demande aux gens, citez-moi la maladie la plus grave pour vous ou donnez-moi un nom de maladie grave, et ben en fait, plus de 90% des gens vont citer le cancer en premier lieu. Et on voit que les maladies cardiovasculaires, qui sont quasiment au coude à coude en termes de décès, sont beaucoup moins citées et donc sont beaucoup moins perçues comme une maladie grave, contrairement au cancer. Et de la même manière, le VIH-Sida, qui reste une pathologie relativement peu fréquente, est très présente dans ces représentations. Et on peut aussi citer les représentations du discours, des discours politiques ou autres, où quand tel ou tel problème va être un cancer de la société. Tout ça participe à une vision très négative de la pathologie cancéreuse, qui participe aussi aux représentations que peuvent avoir des patients diagnostiqués d'un cancer, notamment à un certain âge. On peut passer à la diapositive suivante. Alors je vous montre des diagrammes qui ne sont pas forcément très simples à lire, mais je vais essayer de vous guider parce que je trouve ça intéressant. Toujours dans cette idée de particulière gravité, je vous montre là des diagrammes en bâton d'études de patientes qui ont été traitées pour un cancer du sein, qui ont reçu une chimiothérapie adjuvante. Donc ces patientes-là ont une tumeur localisée dont le but est de les guérir et d'éviter la récidive. Et entre quelques mois et 1 à 2 ans après leur traitement, on leur a demandé pour quels bénéfices elles estimaient être capables de faire cette chimiothérapie adjuvante avec différents scénarios qui leur sont soumis. Et pour résumer un peu les choses, on voit sur le diagramme qui est à gauche que pour des bénéfices finalement relativement faibles, puisque c'est des augmentations de chances de survie de l'ordre de 5 à 10 on voit que les patientes acceptent dans la majorité les traitements de chimiothérapie qu'elles ont reçus et qui sont donc des traitements qui ne sont pas dénués d'effets indésirables en termes de fatigue, de chute des cheveux et d'autres effets indésirables. C'est un peu la même idée sur le diagramme de droite, mais donc du fait de cette particulière gravité et d'un risque de mort en cas de récidive d'un cancer métastatique, les patientes acceptent assez facilement des traitements avec des effets indésirables lourds. On peut passer à la diapositive suivante qui montre à peu près la même idée, mais avec de l'hormonothérapie, donc des traitements mieux tolérés avec cependant leur cortège d'effets indésirables et plus long, c'est-à-dire des traitements qui vont être pris sur plusieurs années. Même schéma, des patientes qui ont terminé leur traitement à qui on demande, et là qui ont des chiffres qui sont un peu en deçà de ce qu'on a vu avant, mais qui montrent quand même que pour des bénéfices de survie, qu'on peut considérer comme numériquement modestes, les patientes acceptent des traitements qui vont impacter leur quotidien pendant plusieurs années. On peut passer à la diapo suivante et encore une fois, c'est la même idée. Oui, vous pouvez passer à la suivante avec les 2 phrases. Donc certains patients sont prêts à accepter beaucoup de toxicité pour des bénéfices modestes numériquement et c'est des patients qui vont avoir par exemple une peur de la récidive ou une grande peur de cette maladie et à l'inverse, on a d'autres patients qui vont refuser catégoriquement les effets indésirables des traitements, parce qu'ils ont une expérience personnelle de quelqu'un qui a été très malade avec la chimiothérapie par exemple ou alors des raisons qui leur sont propres et je pense qu'à l'heure actuelle dans le contexte sociétal, le bon patient, parce que je pense qu'il y a toujours un bon patient quelque part dans la tête des différents médecins, ce bon patient est plutôt celui qui accepte ces effets indésirables, pour éviter la récidive de cette pathologie de particulière gravité et on peut être plus en difficulté en consultation face à des patients en refus de soins, notamment des patients, qui n'ont pas de comorbidité, par exemple. On peut passer à la diapositive suivante. Mais les disparités, comme je l'évoquais avant au moment de parler des taux de survie qui s'améliorent, les disparités sont importantes en fait et quand on parle de cancer, eh ben, c'est un peu difficile de parler de cancer de manière générale. Même au sein de chaque cancer, on distingue les gens qui sont métastatiques, qui restent encore pour l'instant l'apparition de métastases comme une pathologie considérée comme incurable ou des maladies localisées, ça fait des différences et même au sein des cancers,
Par exemple, dans les cancers du sein, vous avez les triples négatifs, les hormonosensibles, les HER2 qui n'ont pas du tout le même pronostic. Donc ça devient de plus en plus compliqué de se prononcer sur l'espérance de vie attendue ou des éléments pronostiques en fonction du type de cancer. Et donc on voit que pour le cancer du sein, la prostate, les taux de survie standardisés à 5 ans sont très bons, mais pour les cancers de l'ovaire, on est déjà bien en deçà, et bien sûr pour les cancers du pancréas, c'est nettement en dessous. Et donc tout ceci vient complexifier les choses et rendre difficile le fait de parler d'incurabilité de manière générale. On peut passer à la diapositive suivante. J'évoquais un peu avant le contexte sociétal et je pense que c'est vraiment important parce que, on exerce, ce métier de soin dans une société qui change, et ces débats sur la question de la fin de vie en est bien sûr le reflet, mais aussi le contenu des consultations en est le reflet. Je pense que les consultations des professeurs qui m'ont appris la cancérologie et des consultations d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes, parce que déjà la relation de soins n'est plus la même. Paternalisme tend à disparaître vers une visée plus autonomiste, pardon, et ce qui se traduit en pratique par une quantité d'informations et un détail dans l'information diagnostique et pronostic qui est plus poussé, même si la vulnérabilité des patients atteints de cancer fait que je pense qu'on est encore un peu préservé vis-à-vis de certaines dérives qu'il peut y avoir dans des médecines où les droits des patients sont peut-être d'autant plus importants. Je pense à un exemple caricatural qui est celui de médecine esthétique ou d'interventions chirurgicales qui vont être à la frontière entre l'esthétique et une certaine performance, et où on va beaucoup moins accepter des effets indésirables et des complications. La cancérologie, je pense aussi du fait de cette particulière gravité de la maladie, est un peu préservée, ainsi que la vulnérabilité des patients. Et donc il y a un progrès qui a été souhaité par les patients en premier lieu et qui me semble quand même effectif par rapport à il y a quelques décennies dans l'annonce diagnostique et dans l'information qu'on va donner et dans la dimension relationnelle. Je pense aux états généraux du cancer qui ont abouti sur le dispositif d'annonce du premier plan cancer. Je pense aussi à la formation à l'annonce, notamment par les jeux de rôle qui se démocratisent de plus en plus dans les différentes universités françaises et dont on entend parler en congrès régulièrement. Oh, merci. Je parlais de l'information pronostic et un dernier point qu'on peut souligner et qui est voilà, bien en tête de la plupart des personnes présentes, j'imagine aujourd'hui, c'est cette mauvaise qualité perçue par la société de manière générale de la fin de vie. Et là, on peut citer le rapport SICAR qui date un peu, mais qui avait quand même bien montré à partir de ces consultations publiques que le vécu des personnes qui restent par rapport à la fin de vie de leurs proches était, pour une bonne partie d'entre eux, non satisfaisant. On peut passer à la diapositive suivante. Un point qui me semble important aussi à comprendre, c'est que dans l'exercice de la cancérologie aujourd'hui, la majorité des patients qui vont décéder du fait d'une décision médicale de limiter les soins. Alors, ça peut paraître à la fois anodin et à la fois un peu surprenant pour certains de le dire comme ça, mais notre travail, notamment par exemple en hospitalisation, consiste le plus souvent à essayer de déterminer si les symptômes du patient et son altération d'état général sont liés au cancer ou pas, si c'est réversible ou pas, et jusqu'où est-ce qu'il faut aller dans la démarche diagnostique et thérapeutique. Et bien souvent, on va décider de ne pas faire tel examen ou de ne pas poursuivre telle chimiothérapie, et c'est ce qui va avoir pour conséquence le décès du patient à court ou moyen terme. Et la situation où on a tout essayé, les mesures héroïques ou réanimatoires pour maintenir le patient en vie, sont des situations qui deviennent de plus en plus rares. Et j'ai même moi le sentiment que sur les 10 dernières années, entre le début de ma formation et aujourd'hui, le recours à la réanimation est à la fois, en tout cas plus raisonnable. C'est-à-dire qu'à la fois la réanimation et la cancérologie ont fait des progrès, donc on envoie sans doute un peu plus de patients en réanimation, mais avec des patients qui reviennent, et au contraire, dans des situations plus avancées, on est plus parcimonieux dans le recours à ces mesures-là. Donc vraiment, cette discussion de limitation de soins, et vous parliez avant du double effet, d'acharnement thérapeutique, c'est des discussions qu'on a très régulièrement avec les patients, avec l'équipe médicale et soignante et avec les familles au quotidien, au service. Et donc, on est confronté à ces questions de souffrance réfractaire parfois, où on sollicite les équipes de soins palliatifs. C'est des choses dans lesquelles on baigne dans les services d'hospitalisation de cancérologie. On peut passer à la diapo suivante. Donc, je clôt un peu cette première partie pour donner quelques grandes idées sur les traitements du cancer et le spectre un peu des traitements du cancer à l'heure actuelle pour rentrer un peu plus dans le détail. Donc, vous avez défini l'incurabilité. Donc, pour le dire simplement, ce qui peut être guéri.
Et j'aime bien citer que, bien sûr, le cancer métastatique est aujourd'hui toujours considéré comme une maladie incurable. On va voir pourquoi ça peut être mis en question. Mais en fait, le diabète, les maladies neurodégénératives ou dégénératives, les insuffisances d'organes sont des pathologies incurables. Et donc, on peut s'interroger sur les conséquences de ces pathologies-là sur la qualité de vie des patients également. Bien sûr, il y a d'autres significations et je ne résistais pas à cette petite boutade sur le diaporama. On peut passer à la diapo suivante. Et donc la première chose qu'on peut se demander, ça signifie quoi être guéri? Parce que finalement, on voit pour les cancers du sein hormonosensibles que les patientes ont un risque de récidive qui est faible si on prend par an, mais qu'elles peuvent récidiver 10, 15, 20 ans après le diagnostic. Et donc ces patientes vont avoir un suivi souvent sur 5 à 10 ans et vont avoir une peur de la récidive avec laquelle elles vont vivre et parfois des séquelles des traitements. Donc elles sont guéries pour certaines, mais on ne peut pas affirmer avant un délai long qu'elles le sont et elles vont vivre avec une certaine crainte de la récidive, cette épée de Damoclès dont elles parlent au-dessus de leur tête avec laquelle elles s'accommodent plus ou moins en fonction des personnalités. Et donc, cette expérience du cancer a bouleversé leur existence, quoi qu'on en dise. Et donc, elles ne sont plus tout à fait les mêmes. Donc, cette guérison n'est pas une guérison sans séquelles, même pour les patientes qui sont effectivement guéries. D'autre part, la question de l'incurabilité est, à mon sens, impossible à dissocier de la qualité de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des cancers comme le cancer de la prostate, le cancer du sein, où une majorité de patientes vont vivre plus de 5 ans, qui était la barrière qu'on utilisait euh, tout à l'heure pour parler de survie à 5 ans. Et donc, ces patientes vont vivre plus de 5 ans, mais pour certaines avec des traitements de chimiothérapie en continu, pour d'autres avec une réponse très longue à l'hormonothérapie, et donc des qualités de vie et des conséquences sur leur quotidien très, très variables. Et donc, pour revenir un peu sur cette idée que le cancer et la chimiothérapie sont des traitements lourds et de maladies graves, finalement, quand on a un diabète et une rétinopathie diabétique avec des troubles de la vision, une insuffisance rénale avec un suivi en consultation régulier, on peut aussi être soumis à des effets indésirables et des difficultés. Et parfois, un patient atteint de cancer métastatique se porte mieux qu'un patient atteint d'insuffisance d'organes, par exemple. On peut passer à la diapositive suivante. Et donc, on rentre un peu dans le vif du sujet en tant que tel, qui sont ces exemples dont on entend parler de révolution en cancérologie, où on a vraiment modifié le pronostic. Et l'un des exemples marquants des dernières décennies, c'est le mélanome. Le mélanome, donc, quand il est inopérable ou métastatique, on est dans une situation qui est donc potentiellement incurable et où, jusqu'en à peu près 2014, on considérait que ces patients avaient une survie médiane inférieure à 1 an. C'est-à-dire que médiane, ça veut dire que la moitié des patients vivaient plus d'1 an et la moitié des patients diagnostiqués dans cette circonstance vivaient moins d'1 an à partir du diagnostic. Donc des survies très courtes. Est arrivée l'immunothérapie, donc qui joue sur la réponse au système immunitaire au cancer. Et ces pathologies, les mélanomes sont des maladies qui sont où il y a des liens avec l'immunité de l'individu qui sont importantes. Il y a des récidives très tardives de mélanome et qui surviennent souvent à des moments où l'immunité va être chamboulée par des événements de vie ou par d'autres pathologies. Et donc de réactiver ce système immunitaire va être très bénéfique. Et aujourd'hui, on a des reculs de 10 ans par rapport aux premières études, donc 2014-2024. Et on voit qu'en fait, aujourd'hui, on a quasi plus d'un quart des patients, plus d'un tiers des patients qui sont toujours en vie à 10 ans avec plus de 10 ans de suivi. Donc on a vraiment complètement modifié le panorama. Alors bien sûr, la majorité des patients, puisque plus de 50% d'entre eux ne vont pas répondre aussi longtemps à ces traitements et pour certains vont décéder avant, mais on a vraiment des survies très prolongées de gens qui avaient pour certains plusieurs sites métastatiques et une charge tumorale importante. Ça a vraiment complètement modifié le tableau et les perspectives pour ces patients, sachant que l'immunothérapie peut donner des effets indésirables graves, souvent plutôt au début du traitement, on va dire les 2 premières années, même si on a quelques effets tardifs. Mais la tolérance, si les patients n'ont pas fait de toxicité immunitaire qui peuvent être sévères, est tout à fait bonne. C'est-à-dire que ces traitements ont fait quelques temps d'immunothérapie. Ces patients, pardon, ont fait quelques années d'immunothérapie, 2, 3 ans, et ensuite on a arrêté. Et en fait, il n'y a pas forcément de récidive pour ces patients-là. Donc c'est un changement de paradigme assez important et donc aujourd'hui, on ne peut plus difficilement affirmer qu'un mélanome métastatique est incurable parce qu'en fait, on ne sait pas si ces patients qui sont toujours en vie 10 ans après vont rechuter ou pas. Et donc, ils ont un suivi rapproché, des imageries régulières. On peut passer à la diapo suivante. Le cancer du sein, c'est aussi beaucoup de progrès. Alors, je distingue 3 types, hormonosensibles, HER2 triple négatif. On voit que pour le triple négatif, le pronostic reste sombre avec une médiane à 14 mois. Par contre, dans les cancers du sein HER2, qui ont donc une cible moléculaire qui a été ciblée par de multiples traitements sur les 15 dernières années, et ben, par exemple, entre 2016, qui est donc ces données, et 8 ans plus tôt, on a doublé la médiane de survie, qui est passée de 30 à 60 mois.
du fait de l'efficacité de ces traitements, avec pour la plupart de ces traitements une tolérance qui est tout à fait acceptable, avec principalement une toxicité et une surveillance cardiaque, avec des patientes qui ont une survie extrêmement prolongée, alors que c'était des cancers du sein plutôt de mauvais pronostic, donc assez proches du pronostic des triples négatifs avant. Donc là aussi, en l'espace de 10 ans, des patientes qui sont métastatiques, mais qui vont vivre pour la moitié d'entre eux plus de 8 ans, donc une survie très prolongée, et pour certaines, des survies de 15 ans ou au-delà, avec des traitements, avec potentiellement quelques séquelles, mais par rapport à une patiente qui est sous hormonothérapie adjuvante pour un cancer du sein RH+, ça peut paraître tout à fait acceptable. On peut passer à la diapositive suivante. D'autres exemples, dans le cancer du rein également, avec des survies assez prolongées grâce à l'immunothérapie. Pareil, dans le cancer du poumon, dont le pronostic a été nettement amélioré. Les cancers de la prostate d'emblée métastatique, comme je l'évoquais un peu avant, en fait, la survie médiane est au-delà de 5 ans. Donc, ça veut dire que plus de la moitié des patients vont vivre plus de 5 ans. Et certaines tumeurs métastatiques de bon pronostic avec des anomalies moléculaires ciblables. Donc, clairement, l'évolution du pronostic est liée à l'essor de l'industrie pharmaceutique et à la découverte de nouvelles cibles et de nouvelles molécules qui permet d'améliorer le pronostic de ces patients. On peut passer à la diapositive suivante parce qu'il y a quand même une nuance par rapport à ça. La première, c'est que les patients dont je vous parle là sont des patients d'essais thérapeutiques, donc c'est les patients les plus beaux en quelque sorte, ceux qui n'ont pas de problèmes de santé majeurs par ailleurs, puisque c'est souvent des critères d'exclusion, et donc c'est les patients souvent plus jeunes que la population générale, sans trop de problèmes de santé. On a quand même beaucoup de patients qui sont diagnostiqués trop tardivement pour avoir un bénéfice du traitement, ou alors qui ont 75, 80 ans, parce qu'on a vu que c'est une pathologie du sujet âgé, qui sont déjà cardiopathes, une insuffisance rénale, et donc ils n'auront pas accès à des traitements parce qu'ils sont contre-indiqués. Et donc, on a peu de données de registre pour évaluer vraiment parmi tous les patients diagnostiqués quelles vont être leur espérance de vie, en prenant en compte ceux qui ne vont jamais être traités ou décéder rapidement de complications ou du fait de leur comorbidité. La polypathologie devient la norme au-delà d'un certain âge et c'est aussi ce qu'on constate en pratique. Vous évoquiez avant un peu la difficulté qu'il y a pu avoir à diagnostiquer les choses sur des sujets âgés. On peut avoir, nous, des difficultés à savoir qu'est-ce qui est responsable de la symptomatologie d'un patient qui est fatigué ou qui a une altération d'état général quand on a plusieurs causes concurrentes. On peut passer à la diapositive suivante. Un point que j'aime bien souligner, c'est que cette question d'incurabilité, elle est bien en tête du cancérologue qui essaye d'utiliser les facteurs pronostiques qu'il connaît pour savoir quel est le meilleur traitement et quelle est la trajectoire du patient, pour lui donner de l'information. Et on donne vraiment assez tôt dans les consultations de patients métastatiques l'information que la maladie est probablement incurable ou que la survie prolongée est peu probable. On essaie de faire comprendre au patient un petit peu qu'est-ce qu'il attend sur le temps qui vient en fonction de si c'est plutôt quelques mois, quelques années. On se garde bien d'être précis, mais d'avoir quand même un ordre d'idée pour que le patient puisse se préparer et informer ses proches par rapport à ça. Mais en fait, dans les études qui interrogent les patients qui ont débuté un traitement de première ligne métastatique et qui leur demandent est-ce que vous avez conscience de l'incurabilité ou pas, on voit, et c'est ce qu'on voit sur le diagramme à droite, qu'en fait, la connaissance par les patients et la capacité à restituer par les patients que leur maladie est incurable est en fait beaucoup plus floue qu'elle ne l'est dans la tête du cancérologue, soit parce que ça a été verbalisé avec un peu de connivence et les choses n'ont pas été très claires, soit parce que le patient n'est pas en mesure d'entendre et maintient l'espoir d'une guérison parce que ça lui permet de tenir. Mais en tout cas, on ne peut pas considérer que ce que le cancérologue leur a dit une fois ou deux fois a été acquis par les patients et compris. Et c'est ce qu'on constate en pratique, même chez les patients plus avancés, que même lorsqu'ils ont reçu l'information, leur perception de cette info et leur capacité à le restituer de manière claire est beaucoup plus incertaine. Et donc, cette notion d'incurabilité, même dans la tête des patients, même appliquée à des situations de maladie avancée, de décision pour soi-même, eh bien, en fait, c'est plus flou. On peut passer à la diapo suivante. Juste quelques mots par rapport à ça. C'est des données issues de Pays-Bas et de Suisse sur la proportion des cancers dans les décisions de suicide assisté d'euthanasie. En Suisse, elle est relativement peu importante, puisque c'est 40%, avec surtout des cancers assez variés, donc poumon, prostate et sein. Donc, curieusement, des patients qui ont quand même pour la prostate et le sein des survies assez prolongées. Cette proportion est beaucoup plus élevée en Pays-Bas et au Belgique. On est autour de 80, voire 90%. Et l'âge moyen en Suisse est de 73 ans. Donc, on retrouve l'âge moyen de décès par cancer de la population atteinte de cancer en France. C'est pour avoir quelques idées par rapport à ça. On peut passer à la diapo suivante. Alors, il y a vraiment toute une littérature sur les souhaits de raccourcir ces jours. C'est des patients qui vont exprimer le souhait d'en finir, en quelque sorte, des patients qui vont verbaliser le fait qu'ils aimeraient que leur vie se termine plus tôt parce qu'ils souffrent trop de ce cancer.
Et parmi les études sur ce sujet-là, je voulais citer simplement deux études. D'une part, l'une qui soulignait le poids des croyances religieuses et le fait que les patients qui étaient très croyants avaient beaucoup moins le souhait de recourir à des traitements qui pourraient raccourcir leur vie, donc des demandes d'euthanasie en d'autres termes. Et d'une autre manière, des patients qui avaient l'impression d'être un fardeau pour leur entourage pouvaient beaucoup plus facilement exprimer ce genre d'idées. Et je trouve qu'on retrouve là un peu des notions qui ne sont pas du tout médicales, mais qui touchent aux représentations sociales et personnelles, et notamment cette notion de fardeau est à mon avis très présente dans les discussions sur la fin de vie, notamment quand on a des patients hospitalisés qui sont dépendants, ils ont un handicap lié à leur maladie et pour lequel le retour à domicile est compliqué. Le fardeau qu'ils font peser sur leurs proches est très présent dans les discussions et je pense que c'est quelque chose qui est à même d'influer sur les choix qu'on peut faire sur sa propre fin de vie. Et d'autre part, la deuxième phrase sur cette diapositive est une étude qui s'intéressait justement à ces patients qui avaient formulé une demande d'euthanasie en unité de soins palliatifs et qui s'intéressaient à essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait là en dessous. Et donc, il citait un besoin de reconnaissance de la souffrance, une manière de dire, mais regardez comme je souffre en évoquant l'euthanasie, d'imaginer pour certains que cet avenir d'une fin de vie était plus désirable que leur quotidien en plein de souffrance actuellement, et une façon de retrouver sa liberté par rapport à la tyrannie des soins et à la dépendance qu'ils éprouvaient. On peut passer à la diapositive suivante. Mmh. J'ai bientôt terminé, peut-être que c'est ce que vous Oui. vouliez me transmettre. J'en arrive au bout. Et donc, un critère d'incurabilité semble difficile à définir à première vue parce que les trajectoires sont plus complexes. Et donc, ça peut être une borne, mais une borne, pourquoi? Ces patients vont vivre longtemps. Je pense que la qualité de vie et la souffrance qu'ils ressentent me semble beaucoup plus importante que cette notion d'incurabilité qui est finalement très floue et pas forcément nécessaire ou essentielle à des décisions relatives à la fin de vie. On peut passer aux diapositives suivantes. Et voilà, j'en arrive à la conclusion. Donc, l'approche d'incurabilité, à mon sens, ne peut être que singulière. Et comment standardiser dans des textes de loi quelque chose qui est si singulier en fonction des types de cancer? La souffrance physique et morale est au premier plan, mais aussi les représentations sociales du cancer et bien sûr l'histoire individuelle. Il y a parfois un rapport tendu entre la cancérologie, qui est un espèce d'étendard de cette médecine technoscientifique, et l'histoire de l'individu et les choix qu'il fait pour lui-même, surtout lorsqu'on n'est pas d'accord. Il y a de l'incertitude partout dans ces situations-là. Je vous remercie. Oui, c'est nous qui vous remercions. Merci pour cette présentation. Je suis désolé, j'ai toujours le rôle d'interrompre un moment ou un autre, mais c'est vrai Vous que avez bien raison. c'est un sujet tout à fait passionnant et vous l'avez magnifiquement présenté. Voilà, et maintenant, je vais passer la parole au professeur Roger Gilles, qui est neurologue, professeur émérite en neurologie à l'Université de Poitiers, ancien directeur de l'espace de réflexion éthique régionale de Nouvelle-Aquitaine et actuellement du site de Poitiers, et qui va nous parler de la notion d'incurabilité dans le cadre des maladies psychiatriques, qui est également une question tout à fait importante et complexe. Oui, merci, Monsieur Karcher. Oui, comme vous l'avez rappelé tout à fait justement, la psychiatrie s'est invitée dans la revisitation du concept d'incurabilité, non pas tant au travers du projet de loi français, mais au travers des évolutions qu'il pourrait avoir. Et d'ailleurs, le premier pas de cette évolution a été représenté, comme vous l'avez fort justement rappelé, par le fait que la commission parlementaire avait gommé le concept de pronostic vital engagé à moyen terme pour stade terminal d'une affection incurable. Alors, effectivement, euh, affection incurable, puis souffrance, souffrance insupportable, souffrance réfractaire, souffrance tout à coup psychologique, somatique. Bon, on perd souvent la notion unitaire de l'être humain. Et puis, les maladies mentales s'invitent dans les indications comme elles l'ont fait en Belgique et dans les Pays-Bas, et comme probablement cela s'annonce au Canada, qui a toutefois reporté sa décision en 2027. Il n'est donc pas effectivement artificiel dans le contexte actuel du futur projet de loi ou des deux projets de loi annoncés par le ministre que de s'interroger sur le concept
d'incurabilité en psychiatrie. Alors, effectivement, pour penser ces indications, un certain nombre de conditions sont édictées dans certains pays, donc la Belgique, les Pays-Bas, que le diagnostic de la maladie mentale soit établi avec certitude, que l'affection soit considérée comme incurable et qu'elle entraîne des souffrances insupportables. Alors, évidemment, toutes ces considérations engagent des interrogations éthiques qui sont en fait coextensives au concept d'incurabilité. Et la première des interrogations éthiques est la complexité et l'incertitude du diagnostic psychiatrique. En effet, même s'il existe bien sûr des tableaux typiques, la sémiologie psychiatrique est complexe. Plus que toute autre discipline, elle ne peut pas s'affranchir d'une vision biopsychosociale de la personne malade, et moins que toute autre discipline, elle peut s'appuyer sur des données d'imagerie ou de biologie qui sont la plupart du temps inefficaces. Et ce qui a effectivement déjà d'inquiétant, c'est qu'une étude collaborative de psychiatres belges et flamands concernant 100 malades belges consécutifs demandeurs d'une euthanasie a montré que 90% des malades avaient plusieurs diagnostics psychiatriques. 35 patients ont vu leur demande aboutir, donc un tiers, et sont morts. Les maladies psychiatriques résistantes doivent donc toujours conduire à des interrogations sur le diagnostic initial, et elles appellent à recourir, à solliciter, à des discussions collégiales ou à l'avis d'experts. Eh bien, discussion collégiale, avis d'experts, de telles démarches, dans les législations que nous connaissons, n'existent pas, puisque ce qui existe dans les législations, ce sont seulement la quête d'avis psychiatriques successifs. Il suffit d'avoir 2 avis successifs favorables. Il ne s'agit donc pas de faire un débat sur le diagnostic, mais il s'agit simplement d'obtenir de 2 psychiatres successifs qu'ils se rallient à une hypothèse d'incurabilité. Et tant que ces 2 avis consécutifs ne sont pas trouvés, les consultations se répètent. Hélas, les données manquent aujourd'hui pour évaluer les raisons pour lesquelles certains psychiatres belges et néerlandais sont en désaccord. Désaccord avec le diagnostic et la prise en charge, ou désaccord éthique sur l'aide active à mourir elle-même. Ceci, nous ne le savons pas. Mais il semble rare que ces spécialistes consultés reconsidèrent totalement le diagnostic, le pronostic et la prise en charge. Mais ce fut le cas une fois d'un psychiatre néerlandais, d'ailleurs observation publiée dans la littérature médicale. Il est sollicité comme 2e avis par un malade qui est présenté comme ayant une psychose délirante incurable avec des hallucinations, et ce psychiatre, le docteur Abala, qui est responsable d'une unité de traitement des psychoses, constate qu'en fait, il s'agissait d'un trouble obsessionnel. Et donc, effectivement, nous voyons donc que la pathologie psychiatrique a aussi ses précisions, que le traitement d'un trouble obsessionnel compulsif est tout à fait différent d'un traitement antipsychotique, et qu'il s'en a fallu d'un cheveu pour que ce malade ne soit pas euthanasié. Alors, effectivement, d'un bout à l'autre de la chaîne, de psychiatre en psychiatre, dont le rôle se limiterait à accepter ou à refuser l'euthanasie, eh bien, sont rassemblés les risques de ce qu'on peut appeler un enfermement décisionnel dans un processus
qui est centré sur la dimension proclamée humaniste de l'aide active à mourir, qui est considérée comme une nouvelle forme morale du bien conquis de haute lutte et qui, dans l'éthos général, fonctionne, disent les anglo-saxons, comme un nudge, c'est-à-dire une incitation douce. Vous voyez, il faut être humain, il faut aller dans ce sens-là, qui relève en fait, dans une société autonomiste, d'un paternalisme libertarien. Et c'est ainsi que l'absence de remise en cause du diagnostic induit l'absence de remise en cause du programme thérapeutique, dont l'échec rend compte d'ailleurs de la demande d'aide active à mourir, ce qui conduit à admettre donc sans réserve l'incurabilité des troubles. Or, affirmer qu'une maladie soit incurable suppose que son diagnostic soit établi avec certitude, et tout échec thérapeutique devrait entraîner en psychiatrie, par principe, une remise en cause du diagnostic. Alors, même si le diagnostic semble certain, encore faut-il, si nous admettons qu'il est certain, que toutes les pistes thérapeutiques aient été explorées. La résistance, par exemple, au traitement standard des dépressions et des syndromes de stress post-traumatique ne devrait-elle pas entraîner comme exigence éthique d'adresser ces malades à des équipes spécialisées œuvrant dans des centres experts dont la liste dans nos pays d'Europe est facilement accessible et dont les travaux sont publiés dans la littérature scientifique? Comment peut-on, dans une procédure euthanasique de type belge, bien sûr qui nous obsède un peu, car elle a été prise en modèle, se contenter d'avis psychiatriques qui ne procèdent pas d'un collège d'experts aptes à orienter les malades éventuellement vers des collègues spécialisés? Comment accepter que deux psychiatres déclarent que les souffrances dépressives d'une personne sont incurables, alors que d'autres ont déclaré le contraire? Comment accepter que cette jeune femme de 23 ans en Belgique, victime d'un syndrome de stress post-traumatique, aujourd'hui curable, voit sa demande d'euthanasie acceptée alors qu'une proposition de prise en charge spécialisée avait été faite et s'était heurtée à une fin de non-recevoir transmise par la famille. Des voix autorisées à propos de ce cas s'étaient élevées en Belgique pour dire que tout ce qui pouvait être fait pour cette jeune femme qui a été euthanasiée n'a pas été fait. Et le danger est que des demandes sont rejetées jusqu'à ce que les personnes malades contactent des médecins particulièrement investis dans l'euthanasie ou même militants, comme ce médecin belge très connu qui tout à la fois préside une commission de contrôle, pratique lui-même des actes euthanasiques dont il devra ensuite juger de la conformité à la loi et en même temps anime une équipe. Cette équipe s'appelle Ultime, vous saisirez le jeu de mots anglo-saxon, ULTEAM, donc on peut la retrouver, on peut retrouver les sources. Cette clinique a comme vocation de faire aboutir des demandes antérieurement refusées. Il s'agit donc d'une clinique militante. Une troisième question se pose, diagnostic. Le diagnostic est certain, les pistes thérapeutiques ont-elles exploré? Troisième question, qu'est-ce qu'en psychiatrie une souffrance réfractaire? Les indications psychiatriques de l'euthanasie incitent à revisiter le concept de souffrance et de souffrance existentielle comme porte d'entrée unique de l'aide active à mourir. C'est cette polarisation sur la souffrance qui, en ne pénétrant pas dans sa complexité, rend le diagnostic et les modalités de prise en charge accessoires et fait de l'incurabilité une évidence qui s'impose dès lors qu'une prise en charge s'est avérée inefficace. Alors, il faut rappeler avec force que la dépression n'est pas la tristesse et n'est pas la souffrance existentielle. Et il est même probable que bien des souffrances dites existentielles correspondent à des états dépressifs.
Or, le symptôme clé de la dépression est bien la douleur morale. Elle procède d'un manque de goût à la vie, voire d'un dégoût de la vie, dont le malade souffre intensément, comme il souffre d'une perte d'intérêt, de plaisir, d'un émoussement de l'affection à l'égard de ses proches, de son travail, de ses études, de ses loisirs. Elle procède aussi d'un manque d'espoir, d'une vision péjorative de l'avenir, de soi-même, d'un sentiment d'inutilité, de mésestime de soi, de la douloureuse conviction de n'être pas à la hauteur, qui apparaissent en fait comme des distorsions cognitives liées à la souffrance existentielle, imputée, veux-je dire, à la souffrance existentielle. La dépression entraîne un allongement du temps vécu. Les journées n'en finissent pas d'en finir. Elle peut s'accompagner d'une anxiété, elle peut s'accompagner de crises d'angoisse. La dépression peut conduire au suicide, soit organisé, soit par raptus. Et à ce titre, la dépression constitue un problème de santé publique. Or, la dépression, comme cela est illustré dans plusieurs cas publiés en Belgique, la dépression, nous le savons, est fluctuante spontanément ou sous l'effet des thérapeutiques. On a vu ainsi une jeune femme, Laura, sursoir belge, sursoir à l'euthanasie, car à la date fixée, elle était en rémission. Mais 2 ans plus tard, elle est néanmoins euthanasiée, car la date, cette fois, ne correspondait pas à une rémission. Les décisions s'inscrivent dans notre temporalité, et quand nous voyons parler de moins de 48 heures de réflexion ou d'une stabilité de la décision humaine, eh bien c'est caricaturer en quelque sorte la complexité du vécu. Et c'est cette complexité qui fait aussi la dignité de la personne humaine. Alors, la dépression peut ainsi surgir, s'aggraver à l'occasion d'événements de vie dont beaucoup convergent pour produire un sentiment d'isolement social. Ce constat est flagrant dans les cas publiés en Belgique. L'isolement social est source de dépression et de souffrance. Et les études en neurosciences, les études d'imagerie, ont montré que les situations simulées d'exclusion sociale expérimentale activent en imagerie les mêmes zones cérébrales que celles qui sont impliquées dans les aspects émotionnels des douleurs physiques. On voit donc effectivement combien l'isolement social est une question qui doit toujours se poser de manière lancinante. La question fondamentale posée aujourd'hui au monde psychiatrique, à l'opinion publique, aux structures éthiques nationales et internationales, au gouvernement et aux législateurs, est bien celle de savoir s'il est éthiquement acceptable, en dissociant l'aide active à mourir du contexte de la phase terminale d'une maladie, s'il est éthiquement acceptable d'ouvrir le champ de l'euthanasie aux affections mentales en dépit de la complexité et de l'incertitude du diagnostic et du pronostic. Comment est-il possible de considérer un sujet autonome quand ce sujet est prisonnier des manifestations de cette maladie? À quel moment devrait-on considérer Ulysse de retour de Troie sur la route d'Ithaque comme autonome? Était-il autonome quand envoûté par le chant des sirènes, souffrant d'une insupportable frustration, il exigeait que ses compagnons le détachent du mât pour plonger dans la mer, rejoindre les sirènes et en mourir, ou plutôt quand le bateau s'éloignant du chant mortifère des sirènes, il retrouva alors son authentique autonomie et put poursuivre son voyage jusqu'à son île d'Ithaque. Il faut que nos législateurs relisent quand même l'Odyssée, même si des traductions françaises excellentes existent depuis longtemps. Et pourtant, certains travaux de philosophie médicale, des travaux néerlandais, eux, posent une question éthique fondamentale, térébrante. Et la voici, cette question. Ils disent que refuser l'accès à l'euthanasie de personnes atteintes de dépression résistante est discriminatoire et équivaut à un manque de considération à l'égard de leur souffrance.
il y a là effectivement une interrogation puissante, difficile, qui est posée. De telles propositions, bien sûr, sont vivement contestées. Résumer l'égalité à sa définition la plus basique, le même traitement pour tous, induit ce qu'on pourrait alors appeler un acharnement autonomique. Société balancée entre ces excès d'un paternalisme libertarien, nous l'avons vu, et à un autre côté, d'un acharnement autonomique qui vise, pointe les plus vulnérables en méconnaissant l'équité. L'équité, c'est les besoins spécifiques de chacun, et c'est alors que la société court le risque de voir s'effriter la solidarité. Ainsi, au Canada, dont une partie de l'opinion publique et psychiatrique est très éprouvée par l'évolution de la législation sur l'euthanasie aux maladies mentales, c'est reporté en 2027, une vaste étude internationale, une vaste étude a été réalisée dans la littérature internationale. Et elle montre les conséquences majeures d'une telle extension de l'euthanasie sur la prévention du suicide et sur la pratique psychiatrique. Et oui, en effet, l'abondance d'informations sur les comportements suicidaires, nous le savons, entraîne dans la population une contagion suicidaire, tout particulièrement quand les informations relayées et martelées exaltent la détermination suicidaire ou la libre disposition de son corps. Nous arrivons à ce qui n'est pas une conclusion, mais plutôt un constat sociétal actuel dans le monde psychiatrique. Auparavant, une interrogation, pourrait-on imaginer que dans l'avenir et dans les pays ouvrant l'euthanasie aux personnes atteintes de maladies mentales, l'aide active à mourir soit une option préconisée pour des situations psychiatriques difficiles? Est-ce que ce sera la manière de sortir d'une affection déclarée incurable? Voilà pourquoi aujourd'hui, un certain nombre de sociétés savantes psychiatriques prennent position. À ce jour, parmi les sociétés savantes, l'Association américaine de psychiatrie, en lien avec l'Association médicale américaine, a adopté une position claire en estimant qu'un psychiatre ne doit pas prescrire ou administrer tout produit ayant pour but de provoquer la mort d'une personne malade qui n'est pas en phase terminale. Le collège des psychiatres australiens et de Nouvelle-Zélande a aussi pris cette position. Quant à l'association des psychiatres canadiens, elle a choisi résolument de ne pas choisir, ce qui provoque de vifs débats dans la communauté psychiatrique canadienne. Et c'est pourquoi le gouvernement canadien hésite encore, hésitation heureuse, allais-je dire, et a reporté toute décision en 2027. Alors, oui, oui, ce délai pourrait laisser le temps à la réflexion et en tout cas, le débat est ouvert. Je suis personnellement heureux que les associations psychiatriques françaises se soient mises elles aussi au travail et sont actuellement en réflexion approfondie sur ce sujet. Le débat doit être ouvert, il doit concerner celles et ceux qui traitent, soignent et accompagnent ces personnes de tous âges dont la santé mentale est souffrante, certes le monde psychiatrique, mais les enjeux humains sont d'une importance telle que ce débat doit concerner tout citoyen et toute citoyenne. Merci de votre attention. Très bien, merci beaucoup, professeur Gilles, pour cette présentation. C'est très intéressant. C'est bien que vous avez bien tous les deux planté ce tableau d'une incurabilité qui est quelque chose, une notion extrêmement floue et qui est nécessairement très normative, comme j'ai essayé de montrer, et donc doit être sociétalement réfléchie. Je ne doute pas qu'il y ait beaucoup de questions à ce sujet, donc je laisse la possibilité à tout le monde de poser la question, peut-être lever la main si vous le souhaitez, si vous souhaitez poser une question, ça sera
Hmm. Oui. Je vous quitte, je suis vraiment désolé. C'était absolument passionnant et je vous remercie beaucoup. Vous nous avez beaucoup troublé avec vos présentations et Monsieur Gilles, vraiment, cette présentation, elle va nous donner beaucoup de fil à retordre. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Des questions? Pas de questions? Bon. Claude, tu as mis ta caméra. Tu as une question? Évidemment, en tant que psy, je ne peux qu'applaudir ce magnifique exposé de professeur Roger Gilles. Vraiment, bravo, merci. Je n'ai pas de questions. Votre exposé est d'une clarté et d'une limpidité parfaite. J'aimerais tellement que tous nos collègues psychiatres qui s'engagent là dans les pistes modernes vous entendent et non seulement vous entendent, mais vous suivent. Merci en tout cas. Moi, j'ai rien à ajouter vraiment. Merci. Merci à vous. Oui, j'avais une question, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Oui, oui, bonjour. Monsieur Karcher aussi. Est-ce que dans le domaine de la psychiatrie, plus que dans les autres domaines de la médecine, la perspective d'une euthanasie n'est pas d'un pessimisme, si vous voulez, d'un renoncement finalement à tout progrès thérapeutique, à toute perspective? Je pense à cette jeune de 23 ans, par exemple. Elle avait, alors je me fais peut-être des illusions, mais elle avait toute la vie devant elle pour que les thérapeutiques s'améliorent et qu'elle puisse être soignée. Oui, je crois effectivement que le grand danger est d'en faire l'issue des impasses psychiatriques. Or, l'impasse psychiatrique doit d'abord être qualifiée sur des bases collégiales. Cette jeune fille dont vous parlez, son syndrome de stress post-traumatique, c'était au moment de l'attentat à l'aéroport belge, où il y a eu évidemment de très gros dégâts, l'attentat, et elle a fait un syndrome de stress post-traumatique. Et ce qu'il y a de terrible dans son cas, c'est qu'elle a été soignée comme une dépressive banale, anxiété banale, sans que ce soit focalisé sur le concept de cette espèce d'hypermnésie, d'hypermémoire, qui est le stress qui vous empêche de vivre. Et elle avait été contactée par l'association des victimes pour dire, est-ce que tu as vu, il faut aller voir un tel ou un tel, etc. Et il y a eu un refus. Il n'empêche que 2 psychiatres ont quand même signé l'accord pour l'euthanasie, alors même que c'est une aberration, je veux dire, sur un plan scientifique. Le problème, c'est que si même la psychiatrie entre dans un militantisme, nous avons de quoi être inquiets sur un plan de notre civilisation. Voilà. C'est ça l'inquiétude qui peut nous habiter. Et puis, si je peux rajouter, cette inquiétude est d'autant plus grande lorsqu'on voit l'évolution, je redis, du texte Voilà. présenté, dans lequel la phrase très sibylline qui ouvre droit à l'euthanasie à des personnes qui ont des souffrances insupportables lorsque la personne ne reçoit pas de traitement ou a choisi d'arrêter d'en recevoir. Ce qui rend encore, à mon avis, beaucoup plus complexe la question et met les soignants dans une situation, à mon avis, tout à fait impossible. C'est-à-dire qu'on peut avoir en face de soi quelqu'un qui pourrait être traité, qui a une souffrance, mais qui décide d'arrêter et pense qu'elle ne veut pas ce traitement et qui, de ce fait, a quand même de se faire un droit à ouverture ou droit à l'euthanasie, en tout cas dans le texte tel qu'il était sorti de la commission parlementaire. Madame Bourgeois, vous avez une question. Oui, en fait, c'est plutôt un commentaire. Donc moi, je suis médecin généraliste et je suis par ailleurs, je participe à une association qui s'appelle l'UNAFAM, enfin bénévole national des amis et familles psychiques. Et en fait, en réfléchissant à toute la question, enfin merci beaucoup pour les exposés, mais en réfléchissant à ça, je me dis aussi qu'en fait, il y a aussi une grande difficulté d'accès aux psychiatres
il y a énormément, je suis aussi représentant d'usagers au Conseil territorial en santé mentale de l'Aisne. Et en fait, il y a un déficit de structure, il y a un déficit une pauvreté de présence des psychiatres sur notre département, et on a beaucoup de gens qui n'accèdent pas aux soins et qui sont dans des souffrances importantes parce qu'il existe peu de dispositifs, il y a des accompagnements qui sont vraiment très défaillants. Et c'est aussi un risque. Enfin, je veux dire, on n'apporte pas les soins, les soins nécessaires. Excusez-moi, je bafouille un peu, mais voilà. Et moi, je vois beaucoup de personnes dans une grande désolation et par aussi une difficulté d'accès aux soins, alors qui est liée aussi à la précarité, mais pas que. Et je pense que ce versant-là doit être, a une part importante aussi dans des demandes qui peuvent émaner, qu'on ne doit pas oublier. Tout ce contexte de la vie et du parcours d'un malade psychique. Oui, je pense effectivement que c'est une autre dimension du problème, mais que cette dimension existe. Elle est en amont du psychiatre. Voilà, elle est en amont. On est assez frappé, effectivement, mais hélas, la démographie médicale concerne la psychiatrie comme les autres spécialités. Là, c'est une incapacité d'accès aux psychiatres et ça s'ajoute effectivement aux demandes. On ne peut évidemment qu'approuver ce constat qui est objectif, bien sûr. Et on peut rajouter là aussi que ça ne concerne pas nécessairement que la psychiatrie. Et par exemple, les Non, soins palliatifs, sûr. le débat a été largement initié sur le fait qu'on risque d'avoir, et c'est ce que disait le CNE, s'il n'y a pas de solidarité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de soins corrects et pas d'accès aux soins, ben on peut avoir effectivement un désir d'euthanasie ou de suicide assisté par défaut. Et ce qui est vraiment une question importante. Comme ça a été redit par le professeur Gilles, la question de la solidarité et de l'autonomie sont des questions en tension. Si on n'a pas de solidarité suffisante, ben, l'autonomie n'est pas une vraie autonomie. Les moins autonomes sont les gens qui manquent de moyens. Hein. Il faut toujours rappeler que les moins autonomes sont les pauvres, hein, quel que soit leur pouvoir de décision. Oui, Claude, je crois que tu as levé la Complètement d'accord avec ce que je viens d'entendre, y compris avec ce que vient de dire Laurence Bourgeois et ce que tu viens de préciser, mais il faut encore ajouter à ça que dans certaines sociétés, le climat relatif à ce qu'on a appelé il n'y a finalement pas si longtemps que ça des bouches inutiles vient en quelque sorte renchérir et rajouter encore. Alors si d'une part il n'y a pas d'accès aux soins ou que l'accès aux soins est rendu très difficile et qu'en plus on fait remarquer aux patients, pas seulement psychiatriques, mais de manière générale qui pèsent très lourd sur l'économie d'une société, c'est sûr que les propositions d'euthanasie vont en quelque sorte servir comment dire, de volet économique à la société pour des patients qui ne se sentiront finalement qui se sentiront acculés finalement à l'euthanasie, ils le demanderont. Et j'entends un certain nombre de personnes qui prennent de l'influence dans notre monde, dans nos sociétés, qui vont dans cette direction. Et je pense qu'il nous faut être extrêmement vigilants, parce que si on en croit certains, cette espèce de logique pourrait s'imposer. Et les projets de loi ne me paraissent pas suffisamment rassurants de ce point de vue-là. Je pense que tant qu'on n'aura pas fait ce qu'il faut, aussi bien sur le palliatif que sur la proposition de soins, tout simplement, ces propositions de loi m'inquiètent. Oui. Oui. Alors, je dirais aussi, alors, je suis tout à fait en accord avec vous, M. Schneider, et je pense aussi que nous sommes dans une société qui finalement est malade de l'estime de soi. Parce que cette espèce de glorification de l'estime de soi fait que le sentiment de déchoir est d'autant plus rude et que nous sommes dans une société qui devrait relire Ronsard et apprendre aussi l'autocompassion. Jeter enfin un regard sympathique sur soi-même. C'est ça.
Et je crois que cette société consumériste, performative, a quelque chose un peu d'impitoyable. Et puis je peux rajouter sur la présentation que j'avais faite, il faut quand même se rappeler que l'incurabilité a également servi tout un temps au 19e à sortir les gens de l'hôpital pour les mettre dans des structures invivables, et qu'on peut quand même s'interroger sur la place de cette nouvelle place de l'incurabilité comme un facteur de tri pour sortir les gens d'un endroit où on ne les considère plus comme étant valables pour le soin ou même pour la société plus largement. Bon, il n'y a visiblement pas de questions, donc c'est qu'on a répondu à l'essentiel, notamment les présentations qui ont été vraiment très intéressantes. Alors, je remercie encore une fois les intervenants, Dr. Frenz, professeur Gilles, pour cette vision qui, effectivement, comme l'a dit Yves Alambic, nous amène à réfléchir. C'était l'objectif un peu de ce webinaire. On va poursuivre la réflexion le 18 mars en s'interrogeant alors sur d'autres termes, et notamment le terme de pronostic, avec 3 intervenants, le professeur Calvel qui est là ce soir et qui posera cette question du pronostic sur le soin palliatif en général, le professeur Hasselmann qui parlera lui de la notion de pronostic dans le cas de la réanimation, où effectivement là également la question est extrêmement épineuse. Et puis il y aura Marie-Claire Guérin qui est médecin gériatre et également doctorante en philosophie, qui élargira un peu le débat sur la question de l'incertitude, parce que c'est quand même en grande partie sur ça, et on a déjà discuté ce soir de cette question d'incertitude, curable, incurable, le pronostic à court, moyen, long terme, une question extrêmement difficile et, comme l'a montré le Dr. Frenz, extrêmement variable et surtout avec une nette différence entre la réalité et le ressenti, ce qui complique encore les choses. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre participation et puis je vous donne rendez-vous donc au 18 mars.